c'est fini. Il confine à rien que nyongini. Que beaucoup de ligue Sénégal. On you ni le dal. Koulibaly Zakaria, originaire du village de Galadé dans le département de Bakel, communauté rurale de Moudéry. Donc on est à 3 km de Galadé. J'y suis né. J'ai commencé mes premiers pas à Galadé, au village de Galadé. On a une seule école là-bas qui avait 2 classes, de CI jusqu'en CM2. Après l'entrée en 6e, je suis parti à Bakel. C'était en 91 jusqu'en 93. Et je suis parti faire la classe de 3e à Dakar. Et j'y suis resté au lycée jusqu'en terminale, donc au lycée d'Imamoulaye. J'ai eu le bac D. Et j'ai continué. À partir de ce moment-là, je suis parti à l'université Cheikh Anta Diop, à la faculté de sciences et techniques. Et après ma première année de DUG, j'ai arrêté le cursus universitaire pour m'orienter vers la formation professionnelle. Et là, je suis devenu informaticien à Supinfo. Ensuite, je suis venu à Paris, ici en France. J'ai continué mes études à l'université de Marseille, à MIAS, maths informatique appliquée aux sciences, jusqu'à avoir mon niveau d'ingénieur, diplôme d'ingénieur en maths informatique. J'ai quitté Marseille, je suis monté sur Paris pour des questions professionnelles. Hein. Vous savez, l'informatique, c'est Paris et tout ça. Et depuis, je suis cadre à Saint-Gobain, donc dans l'exploitation informatique, l'analyse et l'exploitation informatique. Un petit village au bord du fleuve Sénégal, qui a une grande histoire. Galadé, déjà, je pense que c'est un mot peul pour dire les gens qui ont des cornes. Donc je pense que c'est lié au truc mystique de l'animisme au départ, avant que l'islam ne s'installe. Mes parents, ils sont nés, moi aussi, toute ma famille. Hein, déjà, d'ailleurs, mes parents, ils reposent. Hein, mon père et ma mère aussi, ils sont décédés. Et c'est un attachement fort que j'ai avec ce village-là. Bon, voilà, donc ça représente tout pour moi. Je suis fier d'être Galadinké. C'est une question qui mérite d'être posée et que je vais répondre avec beaucoup de fierté. Beaucoup de gens ne savent pas comment je suis rentré dans la politique. Le président Macky Sall, il sait, d'où le respect que j'ai qu'il y a entre lui et moi. Moi, j'étais apolitique jusqu'en 2008. À partir de 2008, mais je surveillais, j'observais la scène politique sénégalaise. Ça m'intéressait beaucoup. Et à partir de 2008, j'avais vu qu'il y avait un fossé qui se creusait entre le président de l'Assemblée nationale d'alors et le président de la République. C'était Macky Sall, président de l'Assemblée nationale, et Abdoulaye Wade, président de la République, pour l'affaire Karim Wade, le problème de l'ANOCI. Ayant bien analysé la chose, j'ai compris tout de suite qu'ils ne peuvent plus cheminer ensemble, c'est fini. Donc, on était au mois d'octobre. L'idée qui m'est arrivée en tête, c'est quoi? C'est pourquoi Macky ne sera pas candidat pour 2012? D'abord, il était encore militant PDS, président de l'Assemblée nationale. Moi, je le voyais en tant que candidat en 2012. Donc, je suis parti sur le net en tant qu'informaticien. J'ai acheté un nom de domaine qui s'appelle macky2012.com et moi-même, j'ai fait le code. J'ai lancé le site le 31 octobre 2008. Macky était encore président de l'Assemblée nationale. Ça a fait un grand bruit au Sénégal. Donc, il y a les audios qui sont là. Mamadou Ibrakan qui a appelé Abdrahman Ndiaye, qui est le conseiller politique du président Macky Sall, pour dire alors on a vu votre site, alors vous avez décidé de quitter le président et créer votre parti et être candidat en 2012. On était en 2008, hein, je rappelle ça. Donc, ils ont répondu qu'ils ne connaissent pas la personne qui a fait le site, ce qui est vrai, ils ne me connaissaient pas, on ne s'était jamais vu, on ne s'était jamais parlé au téléphone. Et ils avaient même dit qu'ils vont porter plainte parce qu'eux-mêmes, ils avaient peur, ils pensaient qu'ils étaient infiltrés par les services secrets des renseignements de l'État d'alors. Et j'ai eu peur. À partir de ce moment, j'ai mis mon numéro de téléphone sur le site. C'était le 31 octobre.
Bon, pour dire que je suis apolitique et tout, donc j'aime juste Macky Sall, je veux le soutenir, c'est pour ça que j'ai créé un site Macky 2012 pour le pousser à démissionner, à créer son parti et être candidat en 2012. Et le 9 novembre, je pense que c'était un mercredi 9 novembre 2008, le président Macky Sall de l'Assemblée nationale a démissionné avec un discours très touchant, qu'on appelle le discours de la rupture. Et le 1er décembre 2008, il a créé son parti. Donc, à partir de la démission jusqu'à la création du parti, il y a M. Abou Abelkian, qui est aujourd'hui porte-parole du président, qui m'a appelé au téléphone pour savoir qui je suis. Il m'a bien parlé, il m'a passé Abdourahmane Ndiaye et qui m'a passé le président Macky Sall. Ils ont compris que je suis apolitique, je ne connais rien de la politique, je veux juste le soutenir et c'était ma façon. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont demandé d'aller rejoindre les Samba Koïta, qui est de Diawara d'ailleurs, que je n'avais jamais entendu parler, que je n'avais jamais vu parce que je n'étais pas dans la politique. Je suis parti les voir avec le bureau qui était démissionnaire en ce moment-là du PDS parce qu'ils étaient partis avec Macky. Et à partir de ce jour-là, on a décidé de travailler ensemble et voilà que je me suis lancé en politique. Et ils m'ont confié comme tâche, chargé de la communication de la DSE. Ils ont constitué un bureau le 14 décembre 2008. Depuis le 14 décembre 2008, je suis le chargé de la communication de la DSE, Délégation des Sénégalais de France. Organisation, vous savez, le parti a été structuré comme ça. Donc ils ont dit toutes les sections, tous les bureaux du parti qui sont à l'extérieur, on va les donner comme nom DSE, Délégation des Sénégalais de l'extérieur, APR, Alliance pour la République. Ça veut dire quoi? C'est le bureau qui couvre toute la France. Donc moi je suis au niveau du bureau national, mais au niveau de la France, bureau national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où on nomme quelques responsables, une vingtaine de personnes pour constituer le bureau, ce sont ces 20 personnes-là maintenant qui vont se charger de l'animation, de l'organisation, de la structuration du parti dans ce pays-là. Donc on a réussi le travail parce qu'à ce jour-là, on est à 53 sections validées au niveau de la France. Donc c'est-à-dire que jusqu'à Marseille, Lyon, Caen, Le Havre, Mantes-la-Jolie, Paris, tout ça, toutes les sections. S'il y a des militants qui veulent adhérer à l'APR, ils passent par nous. On leur montre comment monter une section. C'est une formation politique. Et une fois que le bureau est constitué, on les apprend aussi comment animer ça. Et la liste de la composition de leur bureau est mise dans notre base de données, que je gère d'ailleurs, pour les tenir informés. Parce que c'est ça la veille politique. La politique, c'est-à-dire qu'il faut, quand on a les gens, il faut les tenir. Qu'ils veuillent ou pas, il faut qu'ils aient l'information. Cette information-là, je la gère via le site Macky 2012. Même jusqu'au Sénégal, les gens sont informés via ce canal-là que j'ai mis en place depuis 2008. Et ça a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Hein. La coalition qui a porté Macky au pouvoir s'appelle Coalition Macky 2012. Le nez existait depuis 2008, donc on n'a pas trouvé meilleur que ça. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau de la France, on a un bureau, comme je vous ai dit, qui couvre toute la France. En Italie, on a un bureau là-bas qui couvre toute l'Italie. L'Espagne, les États-Unis, Canada, Belgique, jusqu'au Mali, Mauritanie. Hein. Tout ça, ça fait partie de la délégation des Sénégalais de l'extérieur. Le président Macky Sall a eu l'ingéniosité de nommer quelqu'un depuis Dakar qui est chargé de la diaspora. Donc un secrétaire national chargé de la diaspora. Il est du bureau de Dakar, avec le président Macky même dans ce bureau-là, mais lui, il s'occupe de l'organisation de la diaspora. Et moi, ils m'ont donné comme tâche le chargé de la communication pour que tout le monde puisse communiquer ensemble. Ils ont des communiqués, ils me les donnent. Dakar a des communiqués, Paris, Londres, les États-Unis. Ils me donnent tous les communiqués, je les diffuse. Comme j'ai la base de données, tout le monde a l'information. Les journalistes aussi sont dedans, donc tout le monde a l'information. C'est comme ça qu'on anime le parti. Et on a réussi quand même à mettre vraiment à mal l'ancien régime au niveau de la communication parce qu'on était très très efficace. Il suffisait qu'on se dise demain à telle heure, il y a telle chose à tel endroit, vous voyez, il y a une centaine, 300 personnes qui se réunissent, quoi. Même des sympathisants. C'est le net qui a fait tout ça. C'est une année prometteuse, une année difficile d'abord. Difficile pourquoi? Parce qu'il n'est pas facile de passer après Abdoulaye Wade. Au moment d'Abdoulaye Wade, vous savez mieux que moi, la corruption, le népotisme et l'ostracisme étaient devenus la règle de gestion. Donc le pays était à un niveau où il n'y avait plus de la justice qui fonctionnait bien. Si la justice fonctionnait d'ailleurs,
ou bien les institutions, je parle de toutes les institutions, Macky Sall ne sera pas poussé dehors parce il avait quand même un mandat de 5 ans. Donc on va dire que le législatif n'a pas fonctionné. L'exécutif aussi. Le judiciaire, vous voyez, avec l'affaire Karim Wade qui secoue le pays aujourd'hui, si l'inspection avait bien fonctionné, hein, l'IGE qui avait bien fonctionné, je pense qu'il serait très difficile de s'enrichir de cette façon-là, parce qu'il y aurait quand même des organismes de contrôle qui étaient là derrière tout le monde, quoi. Donc, et à partir de ce moment-là, si on arrive au pouvoir, notre première difficulté était d'assainir les finances de l'État et de rapporter, d'amener cette confiance, réconcilier les Sénégalais avec la politique. Si les gens ils pensent que les politiques sont des menteurs, les politiques sont des voleurs, il faudrait que cette image change. Pour que ça change, il faudrait quand même prendre des mesures fortes. Les mesures fortes, c'est quoi? Tous ceux qui ont géré l'argent public et qu'on a vu qui se sont enrichis en l'espace de 12 ans comme pas possible, que ces gens-là se rendent compte. Maintenant, s'il se trouve qu'il n'y a pas eu de problème, que l'argent a été bien investi et bien mis là où il faut, je pense que tout le monde sera libre. Macky Sall avait dit, hein, il n'y aura pas de chasse à la sorcière, mais il faut que ceux qui ont des comptes à rendre puissent rendre des comptes. Maintenant, il a pris des décisions fortes concernant l'an 1. Si on parle au niveau de la diaspora, vous voyez, l'âge des véhicules qui était de 5 ans fixé par Abdoulaye Wade, Macky l'a ramené à 8 ans. Les taxes sur les appels entrants avec Global Voice, moi je me souviens encore, j'ai acheté une carte de 7,50 €, ça durait 30 minutes, 15 minutes. Donc il a enlevé cette taxe-là, aujourd'hui vos cartes durent 2-3 fois plus. Ce qu'il a fait aussi, c'était les taxes sur les billets pour aller au Sénégal. Il a fait une réduction de 51% sur les billets d'avion. Donc ça c'est énorme, à compter du 1er novembre 2012, hein, je précise. Il n'y a pas que ça. La femme sénégalaise, aujourd'hui, peut donner la nationalité à son mari par le biais du mariage. Parce qu'avant, dans le code de la nationalité sénégalaise, on est sénégalais parce que son père est sénégalais. Macky, il l'a enlevé, il a mis ça. Le pouvoir d'achat, aussi sur l'électricité, on a des mesures. Nous avons des réponses à cela. Mais en un an, je pense qu'il est très très tôt de pouvoir dire qu'avec une baguette magique, nous pouvons changer la vie des Sénégalais. Ce n'est pas possible. Mais le Yonou Yokouté se mettra en place en 2013 et en 2014, on fera le bilan. Vous serez d'accord avec moi que, sincèrement, il y a de l'avance. Pas moi personnellement. Bon, je réponds d'abord, oui, à cette question, si vous voulez, la question de Dakar, je répondrai, ça c'était personnel, Dakar. Mais Paris, c'était pas personnel. Bon, pour commencer, moi je suis parti au Sénégal le 30 novembre 2012. Donc depuis 2008, je ne suis pas parti au Sénégal, hein. Je tiens à préciser. Donc je suis parti au Sénégal le 30 novembre 2012, c'était un vendredi. Arrivé là-bas un samedi. C'est pas pour aller voir le président. Hein. Je suis parti avec ma femme et mes enfants. J'avais un projet à Saint-Louis de grave personnel. Donc, mais on m'avait dit qu'avant de partir, le palais m'a confirmé comme quoi si je viens, je vais voir le président Macky Sall. 48 heures avant même mon départ, j'ai un testo qui me dit bienvenue au pays Isaac. Zakaria, quoi, Isaac. Une fois arrivé sur place, je suis parti à l'Assemblée voir les camarades Koïta, d'autres Djimou Soare, ou bien Mamadou Diallo Canel qui est aujourd'hui, il était là avec nous, maintenant il est député de Canel, Djimou Soare de Goudiri et Samba Koïta aussi député dans la liste nationale. Je suis parti les voir et une fois que j'ai quitté là-bas, je suis passé au palais pour dire que je suis là, qu'ils disent au président que je suis là. Donc à partir de ce moment, ils ont pris le message, j'ai attendu 3 jours, je n'ai pas eu de réponse. J'ai rappelé le palais pour dire que je suis là. Ils m'ont dit, on a donné le message au président. Donc j'ai compris que peut-être le président ne veut pas me recevoir. C'est pas grave. Mais ce qui m'avait choqué, c'était le manque de considération, c'est-à-dire qu'en tant que chargé de la communication et l'histoire qu'on a eue, entre lui et moi, au moins, même si son calendrier était chargé, il devait prendre son téléphone, m'appeler pour dire qu'on ne peut pas se voir. Ou bien quelqu'un m'appelle, dit que le président est chargé. Il n'y a pas de problème, on comprend ça. Ce n'est plus le chef de parti, mais le chef de l'État.
Mais je suis resté à Dakar une semaine sans aucune information. Donc j'ai essayé de rentrer en contact avec les responsables du parti. Personne ne répondait. J'ai envoyé des messages, personne ne répondait. En tant que Soninké, hein, vous connaissez notre fierté. J'ai pris mes bagages avec ma femme, on est parti à Saint-Louis, je suis parti entamer mes travaux. De là-bas, j'ai envoyé un communiqué pour informer la diaspora de la difficulté que j'ai rencontrée pour voir le président. Donc, je ne suis pas parti, hein, je suis vraiment par le dos de la cuillère, hein, je suis vraiment parti avec des mots forts. Tout ça pour provoquer cet électrochoc pour que les gens puissent s'en rendre compte de ce qui est en train de se passer. Parce que bon, moi, je suis simple, mais au niveau du parti, je peux dire que je ne suis pas n'importe qui. Vous voyez? Et ça a eu beaucoup en effet que moi-même, je n'imaginais pas. Hein. Sénégal l'a repris, Walfadjri l'a repris, les gens des États-Unis, j'ai eu beaucoup d'appels. Hein. Bon, vers le même jour, vers 15h, il y a la première dame qui m'appelle, qui dit que le président est au Niger. Donc il n'était même pas au courant que j'étais là. Vous voyez? Donc mon message a été bloqué. Le président est au Niger, il vient de l'appeler pour dire que demain, si j'ai le temps, que je vienne à la maison, voilà, dîner avec eux, et que vraiment, ils ne savaient pas que je suis là. J'étais à Saint-Louis. C'était un dimanche. C'était un dimanche, je pense que c'est le 16 décembre, dimanche 16 décembre. Donc le lundi matin, je suis parti à Dakar, je l'ai rencontré. Effectivement, il n'était pas au courant que j'étais à Dakar. Il ne savait pas. Il m'avait demandé depuis combien de temps je suis là. Je l'ai dit depuis 2 semaines, président. Il disait c'est pas possible. Il dit ben oui, depuis le 1er décembre, je suis à Dakar. Donc j'ai tout fait pour vous rencontrer, mais bon, il m'avait demandé quels sont les gens qui m'ont bloqué. Je n'ai pas voulu rentrer dans ces détails-là. Donc c'était ça. Il m'a bien reçu et je suis sorti là-bas satisfait, très très satisfait parce que j'ai compris que l'homme qu'on a élu, avec qui on s'est battu pendant ces 3 ans, 4 ans, l'homme n'a pas changé d'un iota. C'est un entourage qui a essayé de nous bloquer ou bien qui a mal géré ce dossier-là. Mais c'est une affaire classée, hein? Donc ça c'est derrière nous. À Paris, depuis qu'il est président de la République, la DSE France ne l'a jamais rencontré en audience privée. On ne parle pas de meeting quand il vient, tout le monde va à l'hôtel. Donc, comme on a des besoins ici, on a beaucoup de besoins, hein, donc il était décidé depuis Dakar, comme quoi quand il sera là, jeudi, vendredi, on le laisse faire les rendez-vous avec l'État français. Samedi, avant le meeting du soir à la salle, donc il va nous recevoir d'abord à la résidence de l'ambassade, et après on ira à la salle, vous voyez. Donc moi j'étais parti déjà à la salle. On m'appelle, on me dit viens à la résidence de l'ambassadeur parce que là-bas le président va nous recevoir. J'ai quitté la salle, je suis parti là-bas. On est resté 3 heures dans un café parce qu'ils ne nous ont même pas laissé rentrer dedans. Ils nous ont dit non, attendez votre tour, pour le moment le président il reçoit d'autres personnes. On est parti attendre dans un café et il y avait quand même un contact avec un consul, le consul qui était avec nous. On a fait le combat politique ensemble, il est consul aujourd'hui. Lui, il était à l'intérieur. Il avait un entretien téléphonique avec nous à chaque moment. Oui, le président va vous recevoir dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 15 minutes. On était à 100 mètres de la résidence. Qu'est-ce qui nous arrive? À 17h, 19h comme ça, on voit le cortège présidentiel sortir de la résidence de l'ambassade, partir à la salle. Pour nous, c'était un manque de considération, un manque de respect total. Avant de partir à la salle, il faut nous dire que mais les gars, partez à la salle, après le président vous reçoit. À ce moment-là, on avait tous décidé ensemble, le bureau, je parle du bureau officiel, le bureau de la DSE, le bureau France. On a dit, bon, on y va à la salle, on n'y va pas à la salle. Bon, la majorité a dit, quand même, les gars, nous sommes des responsables. On ne peut pas boycotter l'arrivée du président, on y va à la salle. On est parti à la salle, donc, comme vous voyez, le cortège est parti. Nous, entre la résidence et la salle qui est, elle est située, je pense, à côté des Champs-Élysées. Donc pour aller à la salle, on a pris le métro, 5 stations, on est descendu, on a marché longtemps pour arriver à la salle. Vous voyez, quand on est arrivé, on a trouvé que tout le monde était dedans. La sécurité avait bloqué les portes parce qu'il y avait plus de 300 personnes à l'intérieur. Malgré le fait que nous soyons des responsables, ils nous ont dit, bon, quand même, la salle, elle est pleine, vous ne pouvez plus rentrer. On a dit, bon, c'est pas grave, nous sommes les responsables, on ne va pas faire des attroupements ici. On attend dehors. Et il s'est trouvé qu'à l'intérieur, nous sommes les preneurs de parole. Certaines personnes sont sorties pour qu'on rentre. Il y avait des femmes aussi, et il faisait froid.
On a dit, bon, dans ce cas, les femmes vont rentrer d'abord. Vous voyez, comme ils ont dit, il n'y a que 4 places qui restent. On va laisser les femmes rentrer. Après, nous, on va rentrer. Bon, après, ça ne suivi pas mal de commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a pas boycotté l'arrivée du président. On voulait rentrer, même si on était mécontents qu'il ne nous a pas reçus. Après, le président a souhaité nous recevoir dans la soirée, mais c'était trop tard parce qu'on s'est dispersé. Certains disent qu'on a boycotté, on a voulu montrer au président notre fierté. Ce n'est pas du tout ça. C'était tout simplement parce qu'on n'a pas pu le rencontrer. Les gens habitent Orléans, d'autres Paris, comme moi ici dans la banlieue. À une certaine heure, je ne peux pas me permettre, en tant que père de famille, de rester dans les rues de Paris pour rencontrer le président. On est rentré chez nous et c'était le lendemain qu'il doit rentrer à Dakar. Il a voulu nous rencontrer le lendemain matin. Ce n'était pas possible encore. Pourquoi? Parce que si moi je devais aller le voir seul et que l'autre est à Orléans, il n'est pas là, on va me prendre comme un traître et tout. On a décidé qu'il aille à Dakar. Il n'y a pas de problème. Nous, on va gérer ça. Mais voilà ce que nous voulons quand même pour qu'il le sache. Dispersion au niveau de l'affaire, non. Le pouvoir est là, oui. Maintenant, s'il y a des personnes mal intentionnées qui ont voulu nous mettre à mal avec le président, je pense qu'ils ont lamentablement échoué. Et on est plus que jamais déterminé derrière le président de la République pour l'accompagner à son mandat et l'aider à préparer le nouveau mandat. Pour moi, il y a la rupture. Comment? Je vais vous expliquer. Parce qu'il ne faut pas oublier que les nominations, vous allez commencer par ça, c'est un domaine privé du chef de l'État. Moi, je peux vous comprendre. Comme quoi que oui, telle personne est nommée à un poste qui ne le correspond pas, que la personne n'a pas les qualités, etc. On peut faire tous les commentaires du monde. Vous voyez? Ou bien c'est le proche du président, c'est ceci ou cela. Les gens sont libres de commenter. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas dire que vous êtes le président de la République et que si vous devez signer un décret ou bien prendre une nomination et consulter encore, dans ce cas, on n'est plus président de la République. Vous voyez? C'est le domaine privé du président de la République. D'accord? Les nominations, ça va rentrer dans son bilan. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ouais, d'accord? Mais par contre, là où je veux en venir pour la rupture, c'est les nominations que vous dites. Beaucoup de gens s'appellent Faye, Sall, etc. Vous pensez que les gens pensent que c'est la famille du président ou de la première dame. Moi, je peux vous dire ici que ce n'est pas le cas. Attention, parce que nous aussi, on a fait des recherches, hein, parce qu'il y a plusieurs jonctions qui se font entre les gens nommés et Macky Sall, comme la famille Gassama. Il y a le frère de la première dame qui a été nommé, il y a le frère de Macky Sall, il y a ses cousins. Oui. Mais je vais vous dire, pour le frère de Macky Sall, pour le frère de la première dame, vous parlez de Daouda Faye. Mansour, je crois. Mansour Faye, oui. Daouda Faye, il y a Mansour, etc. Mansour Faye qui est à Saint-Louis. Mansour Faye, c'est un militant de la première heure. Vous savez, quand Macky traversait le désert, rares étaient ceux qui ont laissé les privilèges venir avec lui. Il y avait ABC, il y avait Mansour Faye, il y avait tant d'autres personnes qui ont laissé les privilèges de l'État qui sont venus avec le président Macky Sall. Donc, une fois qu'on arrive au pouvoir, mais ces gens-là, ne pas leur donner des postes, c'est injuste. Parce que tout simplement, ils s'appellent Faye ou Sall. Non. C'est le combat politique qu'on a mené ensemble. Une fois arrivé au pouvoir, nous allons gérer ensemble. C'est comme ça. Maintenant, pourquoi les autres qu'on dit qu'ils s'appellent Koulibaly, Koïta, Dramé, etc., n'étaient pas venus avec Macky Sall quand Macky Sall avait besoin d'eux? Maintenant, quand Macky Sall est présent, ils veulent qu'on nomme ces gens-là avec leurs compétences, malgré leurs compétences, et qu'on laisse les Faye, les Sall qui ont soutenu le président. Ça n'a pas de sens. C'est un combat politique. Nous, à l'intérieur, on ne dit pas ça. Parce qu'on se connaît déjà. Moi, Mansour Faye, combien de fois je lui ai envoyé des mails quand on était dans l'opposition. Il s'est même déplacé pour aller voir ma belle-mère à Saint-Louis, à Léonard, l'aider à l'animer le parti. C'était en 2009. Donc moi, je le connais. Vous voyez? Donc non, on n'a pas ce problème. Moi, le président, moi-même, il m'a fait une proposition de poste que j'ai déclinée. Parce que je veux rester à Paris. C'était quoi comme poste? Sinon, la personne en place pourra penser que le président voulait l'enlever et mettre Zakaria à sa place. Mais je suis satisfait du président. Je garde mon boulot ici en France, mais je suis à sa disposition. S'il a besoin de moi, je suis là. Parlons maintenant de l'actualité au Sénégal.
l'affaire Karim Wade qui brûle toutes les lèvres au Sénégal. Quel commentaire faites-vous en tant que c'est une Sénégalais affaire d'abord? qui est en cours de justice, qui est au niveau, qui est encore dans le circuit judiciaire. Bon, en parler, ça serait compliqué. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on lui reproche, ce que la justice, ce que la Cour de répression de l'enrichissement illicite reproche à M. Karim Wade. Vous êtes d'accord avec moi qu'avant 2000, Karim Wade, certains disent qu'il était courtier dans une banque à Londres, d'autres disent qu'il était financier. Quoi qu'on puisse dire, il travaillait, d'accord, bon, avec les diplômes qu'il a, c'est sûr. Mais le salaire, si on regarde les salaires, il ne peut pas gagner plus de 10 000 euros ici, par mois. Nous sommes tous salariés ici, on connaît les diplômes. 10 000 euros par mois, c'est déjà, on peut dire que c'est un plafond pour un salarié. Et si c'était 10 000 euros en un an, on a combien? 120 000 euros. En 12 ans de travail, on a 1 440 000 euros. Moins d'1 milliard de francs CFA. En 12 ans de travail. On est d'accord? Si Karim Wade, avant 2000, avait 1 milliard, je pense que la première personne qu'il allait penser pour aider, c'est le père qui avait besoin d'argent, qui a initié la marche bleue, parce que tout simplement, il n'y avait pas d'argent dans les comptes. Ils se sont dit, avant d'aller prendre les gens, les transporter en voiture, les amener dans un meeting, après leur donner de l'argent et des t-shirts, nous allons prendre une seule voiture ou 3 voitures, on sillonne les rues de Dakar, les rues de Tamba, de Bakel, on va vers les gens, leur expliquer notre message, et ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est un problème d'argent. Wade, encore, ce qui illustre encore qu'il y a 2 autres preuves. Que Wade n'avait pas d'argent parce qu'il a fallu qu'Idrissa Seck vende sa maison entre les 2 tours de Thiès. C'est Idrissa Seck qui l'a dit. Il l'a dit longtemps. Et il a fallu aussi que Moustapha Niasse finance la campagne du second tour. Donc, Wade n'avait pas d'argent. Comment cela se fait qu'aujourd'hui, Karim Wade est 120 fois, je dis bien 120 fois plus riche que l'ensemble des ministres français, les 37 ministres français, qui ont 38 millions d'euros. Lui, il est à 1,05 milliard d'euros. Parce que les 694 milliards de francs CFA équivalent à ça. Je vais vous dire une chose. La Cour, ce n'est pas Macky qui l'a créée. Macky n'a pas créé de Cour. Macky n'a pas même donné l'initiative de cette Cour. Cette Cour n'existait même pas du temps d'Abdoulaye Wade, mais du temps d'Abdou Diouf. C'est Abdou Diouf qui l'a créée. Quand Abdou Diouf est parti, Abdoulaye Wade l'a trouvé, il l'a utilisé. Mais à quelle fin? Pour faire chanter les gens qui veulent le quitter. Il a fait des audits en disant que les audits sont là. Si vous me quittez, je vais sortir les audits et vous serez en prison. Donc vous restez avec moi. C'est pour ça que tout le monde, beaucoup de gens sont restés avec lui. Rappelez-vous, Serigne Mbacké Ndiaye disait que, attention les gars, si on quitte le pouvoir, beaucoup parmi nous iront en prison. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était au courant de ce qui était en train de se faire. Macky, quand il est arrivé, il a trouvé qu'il y avait d'abord des audits qui étaient dans le casier du président de la République. Il a dit, mais ces audits-là, on ne va pas les laisser pourrir là. On va informer les Sénégalais de ces audits. Ce n'est pas Macky qui a fait même les premiers audits. Hein. C'est Abdoulaye Wade qui l'a fait. Donc cette Cour, si elle est là, qu'est-ce qu'on doit en faire? La supprimer ou la laisser? La laisser faire son travail. Macky a dit, je suis pour la liberté et l'indépendance de la justice. Donc je laisse la justice faire son travail. Donc il a juste nommé le responsable de cette Cour, comment on l'appelle encore, Aliou Ndao. Donc à part ça, le président n'a rien fait d'autre. Maintenant, moi je pense que Macky a un contrat moral avec le Sénégal. Le contrat moral, c'est quoi? Faire en sorte que notre argent, là où il est passé, nous voulons le savoir. Suspecter, je vous l'accorde. Détourner, je dis non. Parce que pourquoi? Suspecter, on peut suspecter tout le monde. On peut me suspecter aussi de m'être enrichi alors que je ne suis jamais nommé quelque part, comme vous, etc. Maintenant, par contre, quand je dis détourner, non, c'est parce que tout simplement, Abdoulaye Wade, il avait tenté
de mettre Macky Sall en prison. C'était en 2009. Souvenez-vous de la convocation à la rue de Tchong. C'était quoi? Pour blanchiment d'argent. Si Abdoulaye Wade avait une petite certitude que Macky a détourné de l'argent, il serait déjà en prison. Idrissa Seck a fait les frais, il est parti en prison. Beaucoup d'autres personnes, ils sont restés avec Wade parce qu'ils ont détourné de l'argent. Si Macky est parti de lui-même et a osé mettre des habits blancs, même à la place de l'obélisque, c'était pour dire à tout le monde que je suis blanc comme neige. Et ça, Abdoulaye Wade ne s'est jamais prononcé sur un détournement, même d'un seul centime, du président Macky Sall. Ça n'a jamais existé. Donc les gens peuvent penser qu'il s'est enrichi, il a 8 milliards de fortune, où est-ce qu'il a pris ça? On peut dire tout ce qu'on veut, mais personne, pour le moment, n'a jamais cité Macky dans une affaire de détournement d'argent. Abdoulaye Wade, on le connaît très bien. S'il avait une seule information que Macky a détourné de l'argent, il sera la première personne à dénoncer. Donc si Abdoulaye Wade n'a rien dit, c'est que Macky n'a jamais rien volé, n'a jamais rien détourné. Il faut qu'on laisse la justice faire son travail. Le tapis rouge s'impose. Vous savez pourquoi? Pour une raison. Abdou Diouf n'a jamais mis les pieds dans la région de Tamba, en dehors des campagnes électorales. Et Abdoulaye Wade est venu, malgré le fait que Diouf a perdu Tamba quand Wade venait, le fait que dans la région de Tamba avait voté Abdoulaye Wade n'est parti que quand il s'agissait d'enjeux électoraux. Maintenant, Macky Sall, il va dans la région de Tamba. On sait qu'il n'y a pas d'élection là, qui est à l'origine. On n'a aucune élection. Il ne va pas pour dire aux gens votez pour moi. Donc il vient, en tant que président de la République, 1 an au pouvoir, il vient voir les militants. C'est important qu'on lui déroule le tapis rouge, dans ce sens-là. L'autre chance, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, je suis de la région de Tambacounda. Nous avons un collectif qui s'appelle les ressortissants de la région de Tamba. Nous n'avons pas dit les cadres, les ressortissants. Il y a des ouvriers, il y a pas mal de gens. On a mis en place cela en 2010 à la Défense. Et une fois qu'elle est mise en place, cette structure, j'ai envoyé un mail au président pour dire que la région de Tamba, etc., pour qu'une fois qu'on arrive au pouvoir, pour que Tamba ne soit pas encore marginalisé. Il a répondu, le mail a été montré à tout le monde, comme quoi qu'il compte beaucoup sur les gens de la région de Tamba, cette région gorgée de beaucoup de potentialités, et il souhaite vraiment mettre en œuvre ce que nous avons dans cette région, une fois qu'il sera en pouvoir. Maintenant, il vient au mois d'avril, très bien, mais ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que faut pas que les gens pensent que Macky va venir, on lui déroule, on danse, non. Moi, je suis pour qu'on dise au président qu'il écoute lui-même les femmes pour comprendre le problème des femmes. Parce qu'on ne peut pas parler au nom des femmes comme ça. Il faut les écouter. Elles ont des besoins qui ne sont pas alimentaires. Elles ont des besoins qui ne sont pas financiers comme ça. Peut-être même c'est des questions de structure sanitaire. Parce que moi, mon village, on ne peut pas faire de césarienne là-bas. Combien de femmes meurent? Même à Bakel d'ailleurs. À Bakel, on ne peut pas faire de césarienne. Vous trouvez ça normal? Donc, on a besoin de structures. L'emploi des jeunes, la chaleur qu'on a dans cette région, l'électricité, on peut produire de l'électricité via ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a le soleil, on a la chaleur. Vous voyez? Il y a le fleuve Sénégal aussi. Il y a le taux de chômage, il y a le fleuve Sénégal qui est là. Mais on a tout pour réussir. Mais cette région est marginalisée, elle est oubliée. Et il est temps que les autorités s'arrêtent un instant pour faire le bilan. Pas avec les gens qui sont en dehors de la région, mais avec les gens qui ont leur famille dans cette région. Et ce n'est pas uniquement Tamba. On a des terres. Les terres sont là. Et, il faut juste regarder la superficie de la région et regarder combien d'habitants on a au kilomètre carré. Ce n'est pas énorme. Je pense que c'était 5 habitants au kilomètre carré. Peut-être aujourd'hui, nous sommes dans les 10-15. Donc, ce qui reste, c'est une zone sylvo-pastorale qui est là. On peut vraiment
développer, si on veut développer le Sénégal, comme il dit, le développement, le Yoonu Yokkute, je pense que peut vraiment servir et de façon vraiment efficace dans cette région-là. Et quelles sont les autres priorités selon vous, à part la mise en valeur de l'agriculture? La mise en valeur de l'agriculture, d'abord, l'agriculture c'est très très important pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il faut cultiver et manger ce que nous cultivons. Et en dehors de ça, les jeunes sont là, les formations professionnelles. Tamba mérite une université. Il y a le lycée Mam Cheikh Mbaye qui est là depuis combien de temps? Depuis quand nous on n'était pas nés. Bakel, parce que Tamba c'est la capitale régionale. Mais il y a Bakel, il y a Moudéri, il y a autre chose derrière. On n'a même pas de bonne route. Quand il pleut, on ne peut même pas quitter un village pour aller à un autre village. Parce que les routes ne sont pas praticables. Lui-même, il a fait le tour du Sénégal. Il a été parti jusqu'à Bakel en 2010 et en 2011. Il a vu ce qui y en est là-bas. On a la jeunesse qui est là. Donc, pour éviter que tout le monde chantage à Dakar avec l'exode rural, il faudrait nous donner les moyens pour retenir nos jeunes, nos femmes, nos mamans chez nous, bien traités, avec toutes les infrastructures nécessaires. Un plan Marshall. Moi, je pense que s'il y a une région qui a vraiment besoin de l'aide de l'État, du Yoonu Yokkute, c'est la région de Tamba. Faute, on peut dire que la faute est toujours au niveau des autorités. Ça c'est qui est la chose la plus facile à dire. Mais moi, je pense que la faute est plutôt au niveau des cadres de la région. Pourquoi les cadres de la région ne se réunissent pas pour faire des propositions concrètes, taper sur la table au niveau des autorités pour dire voilà ce que nous voulons? Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la CCB a fait la convention des cadres de Bakel, dont je suis un peu proche parce que je partage certaines informations avec eux. Ils ont fait un mémorandum qu'ils ont remis, je crois, à la personne qui s'occupe du cabinet de Macky Sall. C'était il y a 2 ou 3 mois. Mais ce mémorandum, c'est qu'ils peuvent faire encore, ce qu'ils peuvent faire mieux. Je suis le chargé de la communication de l'APR Diaspora. Je suis originaire de Tamba, du département de Bakel, du village de Galadé dans la communauté rurale de Moudéri. Donc je pense qu'à un moment donné, si j'ai ces dossiers-là, documents entre mes mains, je vais non seulement diffuser ça, pour que tout le monde entier, les États-Unis, tout le monde soit au courant des problèmes que rencontrent les gens de Bakel avant que le président ne parte, pour qu'il puisse vraiment préparer son départ pour ce conseil des ministres décentralisé, mais aussi proposer des solutions et qu'on va exiger de suivre ces propositions qui sont faites et au bout de 2 ans, s'arrêter, faire un bilan, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Parce que c'est uniquement comme ça que ça peut fonctionner. Nous sommes dans la politique. Mais n'oubliez pas que chacun se bat pour sa région. Le cas d'Idrissa Seck est le plus probant. Parce qu'aujourd'hui, qu'importe le pouvoir en place, Idrissa Seck vous battra à plate couture à Thiès. Pourquoi? Parce que quand on parle de Thiès, tout le monde pense aux réalisations faites par Idrissa Seck. Donc nous aussi, nous sommes de la région de Tamba. Au lieu d'aller voir uniquement les gens pour qu'on vote, pour que ces gens, nos parents votent pour nous parce qu'on est avec Macky Sall, aujourd'hui, eux, ils ont fait leur devoir, ils ont voté pour le président Macky Sall parce qu'on est avec lui. Et maintenant, nous, on va nous retourner maintenant vers le président Macky Sall pour dire que, ok, ils ont voté pour vous. Maintenant, vous aussi, vous faites quoi pour ces gens-là? Lui, il dit déjà en 2009, dans son hôtel Pullman à Paris, en 2009, que mon soutien, mon engagement politique, ce n'est pas pour avoir un poste. Moi, je suis déjà en poste depuis très longtemps. J'ai fait mes études et j'ai eu un poste. Je le soutiens parce que je pense que c'est l'homme qu'il faut au Sénégal. C'est l'homme qui a les qualités nécessaires pour mettre le Sénégal sur les bons rails. Donc, je me suis battu pour mon pays et j'ai vu en lui des qualités. Je le soutiens pour que le Sénégal puisse avoir cela et ne pas passer à côté d'une telle qualité. Donc, c'est ça le but de mon combat. Je vous remercie déjà pour le déplacement, de dire bonjour à tous vos auditeurs. Et mon village Galadé, je me battrai tout le temps pour ce village-là, même si je n'avancerai pas pour d'autres raisons que j'évoquerai certainement pas ici. Bon, j'ai amené pas mal de projets là-bas, ils n'ont pas voulu parce que ceci ou cela. Bon,
C'est malheureux, c'est malheureux. Avec un fils issu de Galadé qui est aujourd'hui avec le président de la République, je pense que si je m'avais laissé les coups des franches, je pourrais pas mal apporter à ce village-là. Mais malheureusement, nous avons encore des considérations. Mais pourquoi pas le département de Bakel? Pourquoi pas le département de Bakel? Par exemple, aujourd'hui, on a un problème de radiologie. Si les gens de Bakel me sollicitent, qu'ils m'envoient, bon, je vais vous donner mes coordonnées tout à l'heure, il n'y a pas de problème, j'attendrai pas. J'irai vers eux, c'est mon département. Bon, parce qu'on ne se connaît pas aussi, hein. Les gens n'ont pas cherché à nous connaître. On est dans la politique. Koulibaly de Galadé qui a fait ses études à Bakel. Donc je suis aussi de Bakel. Vous voyez, j'ai passé 3 ans à Bakel, donc je suis parti faire des soins sanitaires au niveau de l'hôpital qui était là-bas en tant qu'élève, sans payer, parce qu'on avait le cahier et tout ça. Donc faire un retour, c'est toute une fierté pour nous, vraiment. Mais il faudrait aussi que les gens nous laissent vraiment les aider. Voilà. Donc moi, si je peux faire quelque chose, je suis très disponible à le faire, sans aucun problème. Merci.